quand on parle de surveillance, un peu prisonnier de cet héritage orwellien, parce que quand on voit un dispositif de surveillance, tout de suite, on voit Big Brother. Mais aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où on serait face à cette imposition totalitaire de la technologie. On est bien plus finalement dans un monde qui ressemble au meilleur des mondes d'Huxley ou à Minority Report, parce qu'effectivement, les gouvernements d'un côté et les entreprises privées de l'autre partagent la même obsession de prédiction des comportements et d'automatisation. Et quiconque a vu Minority Report, on sait que c'est exactement justement l'objet et du livre de K. Dick et de l'adaptation de Spielberg. Mondial, qu'est-ce qu'on a? Ball rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. C'est beaucoup plus difficile de se sortir d'une utopie huxleyienne que d'une utopie orwellienne, parce que l'utopie ou la dystopie orwellienne, finalement, convoque un imaginaire totalitaire auquel il est assez facile de s'opposer. La dystopie huxleyienne, dans laquelle on est un peu anesthésié, participant, etc., fait que c'est beaucoup plus difficile de s'y opposer. Or, aujourd'hui, on a cruellement besoin de mobiliser des imaginaires pour les transformer en outils effectifs, alors de lutte ou de résistance, mais ne serait-ce que de délibération face à des orientations techniques de la société qui nous concernent tous. First of all, that there are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. And I also think that there are a number of technological devices which anybody who wishes to use can use to accelerate this process of going away from freedom, of imposing control. Aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement on est face à une hybridation de plus en plus forte entre un secteur public qui a traditionnellement ses prérogatives de surveillance et un secteur privé qui sert aujourd'hui à la mettre en œuvre. Alors, c'est par exemple la façon dont Amazon vend de la reconnaissance faciale à la police, vend des caméras de surveillance qu'on installe chez soi à travers une filiale qui s'appelle Ring. Ces informations sont ensuite transmises à des centaines de forces de police aux États-Unis qui ont signé un partenariat avec Amazon et qui peuvent accéder à ces données. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans un monde où les gouvernements de nos démocraties libérales ont besoin de cette espèce de martingale technologique pour finalement continuer à gouverner. La première chose, c'est que quand on dit qu'on n'a rien à cacher, finalement, ça vient sanctionner une forme d'impuissance, c'est que bien souvent, on est en fait dans l'incapacité matérielle de cacher quoi que ce soit. Ensuite, là où cette rhétorique du « j'ai rien à cacher » me gêne aussi, c'est que bien souvent, c'est un peu une réflexion de gagnant du système. Les gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher sont ceux qui n'ont pas à subir les effets désagréables, discriminants de la technologie. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est pas d'être dans un rapport égoïste de sauvegarde de sa vie privée, c'est d'être dans une délibération collective pour essayer de déterminer comment on fait pour protéger de l'arbitraire technologique l'ensemble de la population, y compris ceux qui sont les plus vulnérables. En France, l'imposition des technologies biométriques s'est d'abord faite sur les populations considérées comme dangereuses, c'est-à-dire les pauvres, les étrangers et les criminels récidivistes, à travers le livret ouvrier, le carnet des nomades, à travers l'invention des fiches anthropométriques. Aujourd'hui, tous ces dispositifs sont en train par la grâce de l'informatisation, d'être généralisé à l'ensemble de la population, mais il ne faut pas oublier que ces populations fragilisées continuent d'être celles qui sont les premières victimes, entre guillemets, de ces dispositifs. Je fais souvent le parallèle entre les gestes d'hygiène numérique et les petits gestes pour l'environnement, c'est-à-dire que d'une main, on va supprimer Facebook, essayer de réduire sa consommation sur le téléphone, mettre un autocollant sur sa webcam pour pas être surveillé. De l'autre, on va acheter des ampoules basse consommation, consommer local, etc. On se rend bien compte que dans un cas comme dans l'autre, on va ni réussir à desserrer complètement l'étreinte technologique, ni sauver la planète. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de réussir à trouver une plateforme quelque part de délibération collective pour réussir à déterminer ce qui est de l'ordre du souhaitable dans une société et pas seulement du faisable. Je pense que l'un de ces espaces de délibération collective aujourd'hui, ça pourrait être les villes, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les petites victoires individuelles sur ces questions-là se gagnent précisément à l'échelle des villes. C'est aux États-Unis, San Francisco ou Auckland qui interdisent la reconnaissance faciale à des fins policières. C'est la CNIL qui interdit d'installer des capteurs qui pourraient enregistrer des bruits suspects dans un quartier populaire de Saint-Étienne. L'échelle de la ville
permet de visibiliser ce problème qu'on sent quand même de plus en plus crucial dans nos existences.